Bonjour Thierry Pacaud. Bonjour Julien. Conversation entre deux portes. Aujourd'hui, nous sommes avec Thierry Pacaud, philosophe, et nous allons parler des bidonvilles, la bidonvillisation du monde. Comment présenter Thierry Pacaud, philosophe de l'urbain, enseignant, professeur émérite, et aussi beaucoup d'ouvrages. Les bidonvilles, c'en est un. Dikoru. Moi, j'ai beaucoup aimé Dikoru. Et je continue de le consulter tout le temps parce qu'il y a toujours des pépites. Donc, Homo urbanus, l'espace public, le paysage, les arts urbains, terre urbaine et puis demeure terrestre et beaucoup d'autres ouvrages. Mais aujourd'hui, nous allons parler spécialement des bidonvilles. Bidonville. C'est le titre d'une chanson. Ça. Ah oui, une chanson de Claude Nougaro, effectivement. Ah, mais dans cette chanson, il dit tout. Les filles qui ont la peau douce, la vendent pour manger. Et dans les chambres, l'herbe pousse, il faut se pousser, je sais plus quoi. Bon, les enfants jouent, c'est le ballon, c'est une boîte de sardines. La première question que je vais vous poser, c'est de savoir comment vous êtes venu l'idée de travailler sur les bidonvilles comme sujet d'étude pour un philosophe de l'urbain. Ce sujet m'a été soufflé à l'oreille par des étudiants marocains que j'avais à l'école d'architecture. À l'époque, j'enseignais dans une école d'architecture et non pas à l'Institut d'urbanisme de Paris. Et quand on a réfléchi à des sujets d'études pour les mémoires, plusieurs d'entre eux ont voulu travailler sur les bidonvilles. Et j'ai trouvé ça évidemment une très bonne idée. Je me suis documenté, j'ai lu beaucoup. Il n'y avait pas grand-chose, du reste, à dire vrai, sur les bidonvilles dans ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Et puis, il y avait par contre des choses sur les bidonvilles français. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à cette thématique. Et au même moment, ce qui s'appelait à l'époque l'Orstom, qui est devenu l'IRC par la suite, l'Institut de recherche sur le développement, avait une commission de réflexion sur les bidonvilles. Et j'y étais associé. Et donc, ça m'a responsabilisé. Je voulais pas y aller en amateur. Donc, je m'y suis mis. Et là, j'ai rencontré des Français qui étaient coopérants et qui avaient fait des études assez précises de certains bidonvilles à Dakar, à Abidjan, etc. Et donc ça m'a ouvert, parce que du coup je sortais du Maroc de mes étudiants, et puis je me suis dit, mais il y a des bidonvilles un peu partout, évidemment les favelles, bien sûr, et puis j'ai commencé à lire pas mal d'ouvrages, dont l'un s'appelait La planète des bidonvilles, par un homme qui était sociologue, Bernard Granotier, dont j'ai cherché ce qu'il était devenu par la suite, et puis j'ai pas trouvé. J'ai l'impression qu'il a cessé d'être sociologue, qu'il est certainement mort, enfin bon, sans laisser d'adresse. Et ce livre-là était une sorte de panorama mondial des bidonvilles. Du coup, les premiers voyages d'études avec les étudiants, on les a faits sur des bidonvilles marocains. Et là, on a tous été étonnés de voir que, à côté des immenses bidonvilles de Casablanca ou de Rabat-Salé, il y avait des petits bidonvilles dans des petits villages, donc des bidonvilles ruraux. Et ça nous a étonnés. Et là aussi, je me suis mis à me documenter, à m'enseigner, et je me suis aperçu qu'il y avait dans la plupart des pays qu'on appelait à l'époque du tiers-monde, il y avait des bidonvilles partout, y compris dans des petits villages, et que la pauvreté rurale était plus difficile à supporter et à vivre que la pauvreté urbaine. Ce qui expliquait aussi qu'il y avait beaucoup de ruraux qui passaient en ville, parce que il y avait plus d'opportunités pour s'en sortir, pour même construire sa cabane. Et puis aussi, il y avait cette idée que les enfants seraient scolarisés, qui n'était pas le cas des campagnes, parce que les campagnes étaient, à cette époque, et encore aujourd'hui pour certains de ces pays, sous-équipés en école, et beaucoup d'enseignants autochtones préfèrent rester dans les villes que d'aller dans les campagnes. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis, du coup, dès qu'il y avait un roman ou un film qui évoquait les bidonvilles, ça m'intéressait. Je regardais ça en détail. Après, je me suis aperçu que la bidonvillisation était une des modalités de l'urbanisation planétaire. Et qu'on ne pouvait pas parler d'urbanisation planétaire sans s'arrêter sur la bidonvillisation, qui était un processus assez particulier, qui concernait une population énorme. Puisqu'aujourd'hui, en 2026, on évalue à peu près à 1,5 milliard de bidonvillois dans le monde. C'est pas rien. Et donc je me disais, déjà à l'époque c'était moins nombreux, mais c'était aussi proportionnellement aussi important. Je me disais, comment peut-on parler des villes dans le monde sans parler des bidonvilles? Et alors,
c'est là où j'ai fait un travail d'historien, même si je ne le suis pas. Et le point de vue que je défends dans ce petit livre, c'est que dès l'apparition des premières villes, 3500 ans avant Jésus-Christ, donc en gros il y a 5500 ans, 6000 ans, il y avait des bidonvilles. Et on les nommait pas parce que ces quartiers à côté des quartiers officiels étaient en branchage, étaient en palme, étaient en paille, etc. Donc n'ont pas perduré, et c'était très très fragile. D'autre part, ils étaient construits pour une population flottante qui était principalement utilisée pour les grands travaux. Donc pour des canaux, pour les pyramides, pour des temples. C'est intéressant ça. Parce que, ça, on le dit jamais. Oui, dans son essence, le bidonville, il est transitoire. C'est une baraque de chantier, en quelque sorte. C'est un chantier. Mais ça me fait penser un peu à un entretien, enfin un livre d'un jeune écrivain ivoirien, Fidel Goulia, qui nous parle de San Pedro. Il nous dit que le bidonville Bardo de San Pedro a été construit par ces gens qui venaient pour construire le port de San Pedro, et en même temps les marins, tout ça. Donc, alors comment dans le temps, ce transitoire, comment il mute, comment il change-t-il pour devenir quelque chose de pérenne, puisque on voit bien que la bidonvillisation du monde est en marche, et que les bidonvilles se transforment d'une manière ou d'une autre, ou s'agrandissent, mais restent bidonvilles, mais pas ville bidon, en quelque sorte. Alors, c'est parce que je pense que c'est la deuxième étape de la bidonvillisation. La première, c'est, pour ces grands travaux, on a besoin d'une population plus ou moins d'esclaves, plus ou moins de ruraux qui viennent, ils sont engagés sur le chantier pour une petite période. Ils logent où ils peuvent, donc ils squattent, mais on dit pas ça comme ça à l'époque, mais ils occupent un terrain qui ne leur appartient pas. Donc on est bien dans un processus de bidonvillisation. Ils n'ont pas du tout de raccord, toutes les fonctions de la ville, donc c'est inconfortable. Et puis en même temps, c'est pas du tout organisé. Donc c'est informel. Je reprends des mots qui existent aujourd'hui, mais qui n'existaient pas à cette époque-là. Ce sera un anachronisme de le dire comme ça. Donc c'est aussi pour ça, je pense que les historiens n'ont pas pensé à essayer de repérer des formes urbaines qu'on pourrait associer à la bidonvillisation à l'époque de la Grèce antique, etc. Donc ces bidonvilles disparaissent parce que le chantier est terminé, et puis la ville se construit en dur, mais toujours avec une partie rurale. On le découvre maintenant que on s'intéresse à la nature en ville pour des questions de réchauffement climatique, etc. Bon, donc du coup, on essaie de dire comment faire pour que nos villes soient moins minérales, et on s'aperçoit que historiquement, des villes, même sans avoir le vocabulaire, comme le mot paysage qui n'existe pas en Grèce antique, comme le mot jardin qui a un sens très particulier à l'époque romaine, on avait quand même une présence de la nature en ville. On retrouve même dans la toponymie, par exemple à Paris, on a Notre-Dame-des-Champs, c'est qu'il y avait des champs, etc. Rue du Vignoble. Et donc on avait une histoire de rural à l'intérieur de la ville. Et évidemment, l'accroissement de la population urbaine, la spéculation, les constructions haussmanniennes, etc., font que régulièrement on a grignoté ce foncier qui n'était pas un foncier urbain, mais qui était un foncier encore de vergers, de maraîchers, etc. Or, là, c'est là où c'est nouveau, c'est que avec la ville productiviste, qui a comme écho, j'allais dire, la ville coloniale. Oui. Parce que là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas encore suffisamment enseigné, c'est qu'on ne peut pas parler de l'urbanisation planétaire du 19e et 20e siècle sans consacrer beaucoup de temps à l'étude de la colonisation. Parce que la colonisation, c'est l'urbanisation de certains pays. Et c'est même l'expérimentation dans ces pays colonisés de quelque chose qu'on appliquera ensuite dans la métropole. Oui, c'est ça. Oui. Donc ça, c'est très important. Et ça, moi, je l'ai bien vu dans les deux grands lieux où j'ai enseigné, une école d'architecture, comme je disais tout à l'heure, et puis l'Institut d'urbanisme de Paris. Jamais on ne parlait de la colonisation. De la colonisation, oui, bien sûr. Et c'est décisif. Par exemple, moi j'ai dirigé la revue Urbanisme. Elle a été créée par des urbanistes qui étaient sous les ordres de Lyautey et qui avaient été recrutés pour créer une urbanisation du Maroc. Oui. Donc là, l'affaire est réglée. J'ajouterais que le maréchal Lyautey, qui n'était pas maréchal à l'époque, était le parrain de la revue Urbanisme et qu'il a présidé l'exposition coloniale de 1931.
Et la revue est née un an après. Donc on voit bien qu'il y a des... Là, c'est tout à fait clair. Il n'y a pas de pensée urbanistique occidentale sans sa face cachée, dissimulée, qui est coloniale. Oui, et pour revenir un peu à la ville coloniale. Donc il y a le schéma de la ville coloniale que l'on connaît, pour parler de l'Afrique de manière plus simple. Donc on a la ville européenne, et ensuite il y a un entre-deux, et ensuite la ville des indigènes. Mais où se développe le bidonville à ce moment-là? Est-ce que c'est dans l'entre-deux, ou c'est dans la ville indigène, ou dans les zones... C'est partout, je vais donner plusieurs exemples. Ce qui se passe en même temps, c'est une transformation du monde rural, donc un exode rural qui n'existait pas auparavant dans ces différents pays qui sont devenus colonisés. Et puis, c'est des formes d'industrialisation. Par exemple, pour le cas de l'Inde, c'est très très évident. Il y avait aussi la ville anglaise, coloniale, la ville indigène. Et puis, tout d'un coup, l'agencement territorial se transforme avec ses modifications économiques, et une population n'arrive pas à trouver sa place, et donc crée un bidonville. Dans le quartier blanc lui-même, parce que c'est le personnel de service de ces militaires anglais, par exemple. Et puis, dans la ville indigène, parce que il faut bien qu'ils trouvent de la place, et ils poussent un peu les autres pour pouvoir s'y installer. Et ce schéma, on le retrouve en Amérique latine, on le retrouve en Afrique, etc. Donc, il y a bien là une seconde étape de l'histoire urbaine. Plus généralement, dans mes différents livres, j'en suis arrivé progressivement à ça. C'est-à-dire que je pense que la première urbanisation, elle date du néolithique, 8000 ans avant Jésus-Christ, et la première révolution urbaine, comme Child, l'archéologue, va l'appeler, c'est plutôt 5000 ans. Et donc cette première révolution urbaine, elle va durer jusqu'à la seconde révolution urbaine, qui est celle du productivisme. Et donc, c'est-à-dire, pour le dire autrement, avec des mots d'une autre époque, la révolution industrielle. Mais en gros, la fin du 18e, le machinisme, l'introduction de la chimie dans l'agriculture, le remembrement, enfin toute une série de transformations, les usines, etc., le chemin de fer, va créer une nouvelle forme d'urbanisation, avec des formes inédites. Et je pense qu'aujourd'hui, nous entrons dans la troisième révolution urbaine. C'est le titre de mon prochain livre. Donc, cette troisième révolution urbaine, parlons-en un peu de la deuxième. Absolument. De la deuxième qui suit ce que vous avez dit tout à l'heure, de l'industrialisation du monde du 19e siècle. Elle revêt plusieurs modalités. La première modalité, c'est l'accroissement démographique des grandes villes. On pourra appeler la mégalopolisation. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas à la suite de la première urbanisation. On considère que dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a eu que 4 villes avant 1800 qui ont eu peut-être 1 million d'habitants. C'est Rome, c'est Constantinople, c'est Bagdad et c'est Xi'an, une ville chinoise, à leur apogée. Et puis quand ils ont été des villes resplendissantes, conquérantes, elles ont connu un processus de rétrécissement, d'effondrement. On dit que Rome est passé de presque 2 millions d'habitants à 15 000. C'est quand même un processus qu'on n'a pas du tout en tête. Nous, on a cette idée que les villes ne peuvent que croître. Et on donne les exemples, Shanghai, Dubaï, Douala, toutes les villes ne font que croître. Non, on a des contre-exemples avec Détroit, par exemple. Oui, bien sûr. Des villes, ce qui les portait à croître, n'existe plus, et elles s'effondrent. Justement, cette désindustrialisation, aussi la déruralisation du monde. Oui, absolument. Est-ce que cette déruralisation du monde qui crée un appel d'une population foncièrement rurale, mais qui ne trouve plus son compte dans la ruralité, vont donc en ville, et c'est aussi l'un des phénomènes de la croissance urbaine qui crée de facto la question du bidonville, qui est toujours une idée transitoire, mais ce transitoire qui parfois, pour certains, dure éternellement, et pour d'autres, il y a une évolution. Parce que le bidonville, c'est un morceau de parcelle, mais qui ne vous appartient pas, mais qui, à la longue, avec l'urbanisation et avec, je sais pas comment, les gens obtiennent avec des luttes, et ils arrivent à construire. Bon, les luttes, on a l'exemple de Texaco, de Chamoiseau, qui est vraiment une lutte menée fortement. Mais moi, j'aimerais que qu'on parle aussi, votre œil de philosophe, peut-être de sociologue aussi, de la vie du bidonville. Bon, j'ai commencé donc avec ces étudiants, et en fait, ce livre arrive presque 35 ans après. Donc après beaucoup de voyages avec des étudiants qui étaient originaires de ces bidonvilles en particulier. Puis, à un moment donné, je suis allé très très fréquemment en Inde, à Pune, qui est dans le Maharashtra,
suivre le travail de deux activistes, une femme féministe remarquable, Emma Ricard, et puis son mari français, Guy Poitvin. Et eux travaillaient dans plusieurs bidonvilles. Donc je les accompagnais dans ce travail. Et donc là, je pouvais observer les évolutions même. C'est-à-dire que j'ai vu des baraquements bricolés, vraiment faits de briquet de broc. L'année suivante, les femmes, parce que ce sont les femmes qui sont admirables dans ces processus de bidonvillisation, c'est elles qui font tout pour que ça devienne une maison. L'homme a disparu après avoir laissé un enfant ou deux, et donc ça c'est fréquent sur toute la terre. Ce n'est pas spécifique qu'à mon exemple indien. Et donc cette femme qui vendait des légumes au marché central de Pune, qui devait se bagarrer contre le harcèlement sexuel, parce que on savait qu'elle était seule, tous les hommes qu'elle côtoyait pour son travail essayaient de coucher avec elle. Ces femmes voulaient cimenter le sol. L'année suivante, elle faisait le toit. Puis l'année suivante, j'arrivais, il y avait une télévision en noir et blanc. Puis 5 ans plus tard, le fils aîné avait un scooter. Et toujours cette espèce de ténacité incroyable de ces femmes. Donc ça je l'ai observé, et je savais que, par toutes mes lectures et par les confidences des bidonvilloises et des bidonvillois, je savais que le bidonville, c'était 3 choses de terribles. Les rats, la pluie et le feu. Et ça, c'est sur tous les bidonvilles de la Terre. L'incendie, volontaire ou non, ou accidentel, est très fréquent. L'eau de la pluie, dans les saisons des pluies, de la mousson, l'eau s'infiltre partout. Partout. Et on ne sait pas comment s'en protéger. D'où des maladies qui sont absolument terribles. Et puis l'eau pour se nourrir, pour se laver, les toilettes qui n'existent pas. La dernière fois où je suis allé en Inde, le gouvernement lançait un programme de 650 millions de latrines. Aujourd'hui encore, sur 8 milliards d'habitants, un peu plus, il y en a 2 milliards qui n'ont pas accès à des toilettes. Les toilettes, c'est aussi la pudeur, c'est aussi l'intimité, c'est aussi son corps. Et donc, moi, j'ai eu des témoignages de femmes indiennes qui se levaient à 4 heures du matin pour pouvoir faire leurs besoins à peu près tranquillement à l'extérieur de leur propre bidonville. Sinon, maladie de ventre, constipation, des situations auxquelles on ne songe pas quand on va visiter un pays. Non. Et puis, les rats, alors là, les rats, qui sont attirés évidemment par le peu d'aliments qu'on garde dans sa maison. Ça, j'ai des récits de femmes des bidonvilles de Nanterre, comme des favelles de Rio, ou que des bidonvilles d'Istanbul. Et les rats, ils mordent les enfants, ils bouffent les réserves. Donc l'eau, le feu et le rat, c'est le quotidien de ces bidonvilloises. La question de l'hygiène, ça pose la question de l'hygiène. Mais à ce moment-là, on revient aussi à la question du pouvoir public, parce que là, tout à l'heure, vous évoquiez le cas de cette dame dans le bidonville en Inde qui essaie de s'en sortir par elle-même. Mais comment la collectivité, la ville, l'urbain, l'idée même de la municipalité, comment ces bidonvilles deviennent donc des espaces publics peut-être pas dignes de ce nom, mais pris en compte. Alors, prise en compte dans la réalité. Quels sont les services qu'on peut leur... Voilà, là, on est obligé de faire une étude au cas par cas. On peut pas généraliser. C'est-à-dire que chaque bidonville a sa propre histoire, a ses couches géologiques qui font que dans un bidonville, il y aura une partie qui aura été durcifiée par les premiers pionniers, j'allais dire, de ce bidonville, tandis que d'autres derniers arrivants connaîtront une précarité absolument sordide. Et donc, je l'ai vu en Inde, parce que ce sont des activistes qui mobilisaient les bidonvillois pour qu'ils fassent pression sur les services publics, sur les politiques, pour qu'il y ait des services publics. Là, ça a marché parce que ils avaient un combat qui est le combat, je pense, de tous les bidonvillois du monde entier, c'est la sécurité foncière. Ce n'est pas la sécurité sociale, ne pas être expulsé de sa parcelle. Parce que ces gens-là, ils travaillent. Et donc, ils ont des revenus, certes modestes, mais ils épargnent. Ils veulent un chez-soi. Parce que tout être humain veut un chez-soi. C'est pour ça que vous mentionniez un de mes livres, Demeure terrestre. Oui, c'est un livre sur qu'est-ce que c'est qu'habiter. Et donc ça, on a besoin d'un lieu. Et même si ce lieu est bricolé, mal foutu, etc., il nous permet de tenir. Il nous permet de nous lever. Dans toute cette affaire, le bidonville tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'on le voit
en 2026 dans beaucoup de pays. On peut parler de l'Afrique, de dans l'Inde, trop de pays. Dans trop de pays. Tel qu'il est aujourd'hui et dans son accélération, comment on peut voir la vie dans ces endroits d'urbanité à minima? Ces gens, comment tiennent-ils? Est-ce qu'ils tiennent par de l'espérance ou parce qu'il y a un imaginaire des bidonvilles? Parce que quand on voit le film Slumdog Millionnaire, si on est dans un bidonville en voyant ce film, peut-être que ça nous donne l'espoir en disant on peut aussi s'en sortir. Est-ce que c'est ça aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait tenir? Moi, je me pose une vaste question là. Là, alors on a des témoignages. Peut-être une question d'espérance d'ailleurs. Oui. Hein. On a des témoignages que je rassemble dans mon livre avec 2 chapitres qui sont rarement traités. La question de l'imaginaire du bidonville dans la littérature et dans le cinéma. Et donc, effectivement, d'un côté, il y a les stéréotypes, mais qui existent aussi. Par exemple, le trafic de drogue, le commerce des armes, la violence, ça existe bien évidemment. Et de l'autre côté, il y a, et le mot est très juste, il y a cette espérance de « je suis en ville et la ville est le lieu de tous les possibles ». Et donc, je vais tout faire pour pouvoir offrir aux miens l'accès à tous ces services publics qui, quand les sociétés de transport, quand les sociétés d'électricité, d'eau, etc., vont voir que nous pouvons payer un compteur, que nous pouvons payer notre consommation, ils vont l'installer. Et c'est ce qu'on voit ici, ce qu'on voit un peu différemment là. Ici, ça va être soutenu par un parti politique. Là, ça va être soutenu peut-être par une mafia locale, mais ça va se mettre en place progressivement. C'est toute cette espèce de mosaïque de transformation qu'on ne peut pas décrire précisément parce que il y a beaucoup de spontané, il y a beaucoup de rapports avec des vulnérabilités qui vont s'effectuer comme ça, mais qui vont se mettre en place. Et on le voit, il y a des leaders d'opinion qui sont pas forcément issus des bidonvilles, qui vont dire le bidonville c'est une priorité. Et donc ils vont être élus. À un moment donné, ils vont quand même impulser. Voilà, ils vont quand même impulser quelque chose. On raconte cette histoire sur lequel peut-être dans 10 ou 20 ans on aura un autre point de vue de Medellín qui vont par des télécabines relier les bidonvilles qui étaient séparés du reste de la ville à la ville. Rien que ça va permettre de changer la vision que les gens avaient de leurs voisins. Et ça, c'est excessivement important. J'ai regardé pas mal de BD écrits par des jeunes femmes ou des jeunes hommes issus des bidonvilles, pour qui la possibilité d'aller étudier en ville, c'est-à-dire était le point de départ d'une transformation radicale. Le bidonville qui, dans son surgissement, pose un problème. Et dans le problème que le bidonville pose, les bidonvillois apportent une réponse transitoire en quelque sorte. Et cette réponse transitoire, parfois, est teintée d'espérance, parfois de déception, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une question sur le bidonville en conclusion? Oui, je crois que il faut pas ni diaboliser, ni idéaliser le bidonville. Parce qu'il y a eu ça aussi à un moment donné, on disait... on va trouver les conditions d'un habitat précaire de qualité, quasi-écologique, dans le bidonville. Que les bidonvillois ont une inventivité incroyable, ce qui est vrai dans certains cas, mais pas tout le temps, parce qu'il y a des bidonvillois qui subissent la désorganisation totale de leur lieu d'habitat. Donc le bidonville, pour moi, ce n'est pas l'illégalité, ce n'est pas non plus la précarité, c'est le possible. Parce que il faut que ce quartier puisse progressivement se doter de toutes les caractéristiques des quartiers voisins pour pouvoir, à son tour, exister en tant que tel. Ce que je dis est un peu général et pourrait sembler un peu bateau, mais ça l'est pas quand on les prend cas par cas. Parce que, en même temps, les politiques publiques sont parfois totalement coupées des réalités bidonvilloises. Par exemple, quand un maire ou un préfet décide de détruire un bidonville parce qu'il est insalubre, ils vont créer une petite ville, un petit lotissement à 30 km de là. Ils suppriment toutes les conditions de revenus de cette population bidonvilloise. Donc, des bonnes intentions peuvent se retourner contre. Donc, la seule solution, comme partout, comme pour la ville légale, c'est faire avec les habitants, toujours. Merci Thierry Pacaud. C'était Conversation entre deux portes, la bidonvillisation du monde.